Bonjour, j'avais fait un petit sondage pour vous demander de quoi parler dans ma prochaine vidéo. Et en majorité, vous m'avez demandé des éléments de correction officiels pour le bac de SES. J'imagine que l'idée est d'avoir une estimation de votre note. Cependant, et je suis vraiment désolé, je ne pourrai pas vous dire avec cette vidéo, même avec vos commentaires, quelle sera votre note précisément. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un élément clé dans la correction des copies, c'est la qualité des explications. Donc vous pouvez me dire, j'ai parlé de ceci, est-ce que c'est bon, est-ce que ça va me rapporter des points? Et éventuellement, je peux vous dire oui. Mais je ne peux pas vous dire combien de points ça va vous rapporter, parce que ça va dépendre de à quel point est-ce que vous avez été assez clair dans vos explications, à quel point est-ce que vous avez assez développé, à quel point est-ce que vous avez bien relié ça au sujet. Et euh, forcément, ça, je peux pas le savoir. Vous pouvez essayer de mettre vos réponses, etc. Mais ça, j'aurai pas le temps de les lire, puisque je serai déjà bien assez occupé par mes propres corrections pour en plus ne pas avoir le temps de relire vos souvenirs de copie. Ensuite, deuxième explication, même si là je vous donne des éléments de correction officiels, je n'ai pas le droit de vous dire quel est le nombre de points qui est associé à chaque élément. Je peux vous donner des ordres de grandeur, vous dire ça c'était un élément important, ça représente une partie importante des points. Ça, c'était pas très important, si vous l'avez pas fait, c'est pas grave, mais je peux pas vous dire exactement quel est le nombre de points. Enfin, troisième élément d'explication, c'est que même si évidemment tout est fait pour harmoniser, pour faire en sorte que une copie notée par quelqu'un reçoive à peu près la même note par quelqu'un d'autre, il y a quand même toujours une petite influence de la part de la personne qui vous corrige, un élément de variabilité sur lequel donc je ne peux pas prévoir. On commence par le sujet de spécialité du lundi 20 mars. Épreuve composée, question de mobilisation des connaissances. Je vous rappelle, on vous demandait de présenter deux arguments pour montrer que les classes sociales restent pertinentes pour décrire la société française. Donc, on va commencer par vous demander, par attente de votre part, une définition des classes sociales. Que ce soit les classes sociales selon Marx, que ce soit les classes sociales selon Weber, ou on n'est que sur une définition, on ne vous demande pas de présenter toute la théorie, ou même une définition générale des classes sociales qui n'est pas spécialement rattachée à Marx ou Weber, mais on retrouve quand même cette idée qu'il y a chez les deux sociologues que c'est un groupe qui réunit des personnes sur des critères économiques avec soit des intérêts communs, soit une hiérarchie et donc des rapports de domination entre les différents groupes. Ça va être attendu dans cette définition. Ensuite, il faut citer deux arguments parmi tous ceux qui sont listés ici, qui correspondent en gros aux différents points du programme, donc les distances interclasses et les inégalités entre les classes sociales, la question de l'identification subjective à un groupe social et sa capacité à du coup se mobiliser, défendre des intérêts communs ou à avoir aussi des comportements similaires qui vont se retrouver notamment dans les orientations politiques. On peut éventuellement parler de l'articulation avec les rapports sociaux de genre, se dire que il existe des unités de classe entre les femmes et donc amener cette idée d'intersectionnalité, mais aussi dire que les rapports de domination entre hommes et femmes peuvent être décrits comme des rapports de classe sociale, que finalement ce serait un peu des classes sociales liées au genre. C'est un peu plus compliqué à articuler, mais vous pouvez éventuellement défendre ce point de vue. La présence d'inégalités de classe au sein des facteurs d'individualisation. Donc on retrouve un peu ce qu'on a dit sur les femmes, mais d'autres facteurs d'individualisation. Et il y a encore d'autres arguments qui étaient pertinents, donc l'engagement collectif dans des conflits, les questions des classes qui se maintiennent, une nouvelle forme de prolétariat, etc. Donc en gros, il faut citer deux arguments. Vous voyez bien que vous avez pas mal de choix. Ça dépend de ce qui a été vu en cours. À nouveau, hein, on est assez bienveillant. On n'attend pas d'arguments précis. Il faut qu'il y en ait deux parmi cette liste qui reste ouverte. Mais ce qui va être vraiment important, c'est à quel point vos explications sont claires, développées, rigoureuses, pertinentes. Donc là, typiquement, dans la copie test qu'on a vu sur cette question, la personne avait quelques idées, mais qui n'étaient pas expliquées assez clairement, qui mobilisaient des notions qui étaient très approximatives, qui n'étaient pas pertinentes. Donc cette personne, du coup, a été pénalisée par rapport à ça. Et n'a eu qu'une partie des points sur les 4 de cette question.
Ensuite, étude du document. La première question, vous demandez de caractériser l'évolution du nombre de brevets au Royaume-Uni entre 2011 et 2019. Donc, il fallait présenter clairement que ça avait augmenté entre 2011 et 2019. Donc ça, c'était assez évident, mais il faut le dire. Il faut aussi lire des données correctement. Donc voilà, montrer que c'est un indice et montrer qu'on sait lire des indices. Et il fallait faire un calcul de comparaison pour montrer qu'on sait manipuler les indices. Donc, soit, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez en fait faire un rapide calcul, un rapide taux de variation, vous dire, bon, on passe d'un indice 100 à un indice 108, donc ça fait une augmentation de 8%, ou on peut dire ça a été multiplié par 1,08. Ça marche évidemment que quand on compare un point d'une année par rapport à l'année de base. Donc 2011 enfin 2019 par rapport à 2011, c'est possible, mais des personnes qui auraient dit ça a augmenté de 3% entre 2013 et 2016, ça par contre, c'est faux. Là, il faudrait plutôt dire que ce sont des points, plutôt des points d'indice si on veut être vraiment rigoureux, mais points en général devraient être acceptés. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, Monsieur, j'ai fait une erreur d'inattention, je me suis planté, j'ai cité les chiffres de la courbe sur le PIB par habitant au lieu de citer les chiffres de la courbe sur les brevets, ou alors carrément, j'ai décrit l'évolution du PIB par habitant plutôt que l'évolution des brevets. Donc forcément, si vous avez fait ça, vous vous êtes trompé dans la question ou dans le document, donc vous n'aurez pas tous les points. Mais on m'a attesté, on m'a confirmé ce que je pensais bien au départ, que vous aurez quand même une partie des points si les données ont été lues correctement, si vous avez fait les calculs de comparaison qui étaient attendus, en se disant, cette question, elle sert quand même à valoriser vos savoir-faire, votre capacité à lire un document. Et donc, certes, il y a aussi la question de, vous trompez pas d'année, de courbe, vous trompez pas de question, mais vous pouvez quand même avoir une partie des points grâce à ça. Deuxième question de l'étude de document, on vous demandait d'expliquer ou de montrer que les droits de propriété jouent un rôle dans la croissance économique en vous fondant sur vos connaissances et sur les documents. Donc, sur les connaissances, on va attendre des définitions de droits de propriété, de croissance économique et justement des explications claires sur comment est-ce que les droits de propriété participent à la croissance économique. Je suis revenu là-dessus dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas développer ici. Sur le document, il y avait plusieurs choses qui pouvaient être dites. Il fallait pas forcément citer les 4 points qui sont marqués ici. Il fallait au moins qu'il y ait une référence au document. Donc vous allez déjà avoir une partie des points si vous avez simplement dit on observe que le nombre de brevets augmente et que le PIB par habitant augmente aussi au Royaume-Uni entre 2011 et 2019. Vous n'aurez qu'une partie des points, mais vous en aurez quand même une parce que vous avez quand même relié par rapport au document. Si en plus vous avez justement lu des indices et comparé, décrit l'évolution de l'indice du nombre de brevets et de l'indice du PIB par habitant, c'est mieux, c'est parfait, si je ne me trompe pas. Ce qui serait encore mieux, justement, ce serait de faire les calculs de comparaison sur les deux courbes et de se dire augmentation du nombre de brevets de 8%, augmentation du PIB par habitant de 16%. Et on peut même aller encore plus loin en se disant, tiens, du coup, l'augmentation du PIB par habitant a été 2 fois plus importante que l'augmentation du nombre de brevets. On pouvait aussi évoquer, donc vous aurez aussi une petite partie des points, si vous aviez dit qu'il y avait du coup une corrélation positive entre l'évolution du nombre de brevets et l'évolution du PIB par habitant. Corrélation positive qu'on ne peut pas forcément interpréter juste avec le document comme ça, comme une relation de causalité, mais avec nos connaissances, ça irait plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, c'est important de se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir tous ces éléments pour avoir tous les points sur le document, mais il fallait qu'il y en ait quand même une partie. En gros, la répartition des points donc la répartition des 4 points entre connaissances et documents sur cette question, ça peut dépendre, mais on est sur quelque chose qui est entre 3 et 2 points pour les connaissances, donc en moyenne 2,5, et pour le document entre 1 et 2 points, donc en moyenne 1,5 sur le document. Donc si par exemple vous avez juste fait une question de cours, vous avez oublié de parler du document, vous pouvez espérer, si tout est très bien, avoir 2,5 sur 4. Mais évidemment, ça je peux pas le garantir, hein, c'est juste une estimation comme ça au pifomètre de ce qui tombe généralement.
Enfin, troisième partie de l'épreuve composée, raisonnement sur dossier documentaire où on vous demandait d'expliquer le commerce entre pays comparables. Donc, au niveau des connaissances qui étaient attendues, dans le programme, il y a trois types d'explications qui sont évoquées, la différenciation des produits, la qualité des produits et la fragmentation de la chaîne de valeur. Donc, vous remarquez au passage que les termes de différenciation horizontale et verticale ne sont pas mentionnés dans le programme et donc ne peuvent pas être attendus. Si vous les avez mentionnés, c'est quelque chose qui ne peut qu'être valorisé dans la copie, mais finalement, si vous avez parlé de différenciation des produits, ce qui serait juste une différenciation horizontale sans mentionner justement le terme horizontal, si vous avez parlé aussi des différences de qualité de produit, ce sont des choses qui peuvent être comptées et suffisantes pour vous permettre d'avoir éventuellement 10 sur 10 à cette question. Il y a d'autres arguments que vous pouvez mentionner sur les questions de recherche de compétitivité, notamment la compétitivité hors prix, sur les questions des économies d'échelle, sur la différenciation des produits. Il y a aussi cette idée justement que les consommateurs et consommatrices ont une préférence pour le choix, la variété, etc. Donc, sur les arguments, la liste reste ouverte à condition, et ça vaut évidemment aussi pour les arguments qui sont mentionnés ici, que vous les aviez bien reliés au commerce entre pays comparables. Donc, à chaque fois que vous évoquez un argument sans le ramener à la question du commerce entre pays comparables, vous risquez de perdre des points. Idéalement, d'ailleurs, dans l'introduction, il aurait fallu essayer d'expliquer un petit peu ce que sont des pays comparables. Donc, se dire, ce sont des pays avec un même niveau de développement et de richesse, par exemple. Ce sont des pays avec une dotation factorielle similaire, voire une dotation technologique similaire. Mais forcément aussi, vu que là on voit bien que la question de la dotation, notamment factorielle, peut entrer dans la définition des pays comparables, si vous essayez, ça va être difficile ensuite d'évoquer des différences de dotation factorielle pour expliquer le commerce entre pays comparables. Donc ça risque quand même, ça va être difficile de relier de façon convaincante au sujet et ça risque d'être considéré comme du hors-sujet. Alors après, si vous n'avez pas mis dans l'introduction de définition, d'explication sur qu'est-ce que sont des pays comparables, mais que tous vos exemples, notamment dans votre développement, reposent sur des pays qui sont considérés comme comparables, notamment le document parlait pas mal quand même de la France et l'Allemagne ou la France et d'autres pays européens, ça peut passer, vous inquiétez pas. Sur les documents, pas de difficulté. Comme on l'avait vu, un document 1, il échange entre pays comparables. Document 2, différenciation verticale. Document 3, fragmentation et internationalisation de la chaîne de valeur. Il n'y a pas de difficulté. Il fallait, notamment pour les documents avec des données chiffrées, présenter les données correctement et idéalement faire des calculs de comparaison. Ensuite, la dissertation du lundi 20 mars portait sur les transformations de l'action collective. Donc, la première chose qu'on va vérifier, c'est est-ce que vous avez bien compris le sujet, est-ce que vous avez bien mis en avant une idée de transformation, de changement, d'évolution. Et ensuite, à peu près tous les plans qui montraient ça dans le contenu étaient acceptables. Donc, que ce soit un plan chronologique en se disant voici ce qui était avant, voici ce qu'on a maintenant, un plan qui est centré plus thématique sur il y a des transformations sur les acteurs, sur les objets et sur les répertoires d'actions, tel que d'ailleurs c'était formulé dans le programme, ça marche aussi, mais vous pouviez aussi avoir un plan nuancé où vous disiez il y a des transformations, mais il y a quand même aussi des choses qui persistent et qui restent importantes. Sur les contours du sujet et notamment la question société démocratique, parce que j'ai des personnes, et je me suis posé aussi légitimement la question, qu'est-ce qu'on entend par société démocratique, à quel point est-ce que ça cerne le sujet, et est-ce que, en gros, le fait de parler des répertoires local patronnés, qui est un répertoire d'action collective sous l'Ancien Régime, donc dans les sociétés non démocratiques, peut être pertinent. Alors, il faut préciser que le programme n'indique pas justement société démocratique. Il parle des transformations de collectives sans indiquer cette précision. Donc, ça explique que, dans le cours, on puisse parler de répertoire local patronné. Là, puisque c'était précisé, a priori, c'était pas spécialement entendu. Et clairement, si vous avez fait une grande partie là-dessus, ça sera considéré comme du hors-sujet. Si vous avez fait une sous-partie là-dessus, qui était là surtout pour mettre en avant d'autres transformations qu'on voyait ensuite, cette fois-ci dans les sociétés démocratiques, et donc voilà, c'était juste un élément de votre raisonnement qui avait pour but de montrer ensuite des transformations dans les sociétés démocratiques, ça peut passer. En tout cas, moi, j'ai défendu ce point de vue lors de la réunion d'entente, parce que c'est le mien.
Mais je dois vous prévenir que tous les autres professeurs qui étaient présents et présentes n'étaient pas forcément d'accord avec son point de vue, en tout cas avaient du mal à accepter. Donc il faudra vraiment blinder sur le reste. Alors ensuite, sur les connaissances qui étaient attendues, on va reprendre le programme tel qu'il est énoncé, faire un truc, quelque chose de thématique. Donc il fallait parler de transformation des objets de l'action collective. Donc pas forcément citer tous ces éléments, mais au moins deux parmi ceux-là. Quelque chose qui baisse, donc les conflits du travail et de façon générale les revendications matérialistes, et quelque chose qui augmente et se développe, les revendications post-matérialistes, les nouveaux mouvements sociaux, donc du coup les luttes minoritaires, mais aussi les questions sur l'environnement, etc. Sur les acteurs, à nouveau, deux éléments parmi les suivants, des acteurs dont le rôle diminue, les partis politiques et les syndicats, et des acteurs dont le rôle se développe, les associations et surtout tout ce qui est considéré comme groupement. Vous pouvez éventuellement parler à ce niveau-là ou dans le passage sur les répertoires d'action des faits aussi que l'engagement militant évolue et qu'on n'est plus dans un engagement qui est vraiment subordonné, organisé de façon hiérarchique et où du coup on fait ce qu'on nous dit, mais qu'on choisit plus facilement son niveau d'engagement, qu'on a plus de distance par rapport à l'engagement politique. Sur la transformation des répertoires d'action collective, donc à nouveau, deux éléments. Alors déjà, il fallait évidemment définir répertoire d'action collective à un moment dans votre développement, mais en gros, sans forcément relier ça à toute la théorie de Charles-Tilly, et donc parler justement de répertoire national autonome, il fallait dire qu'il y a des modes d'action qui ont tendance à diminuer, essentiellement les grèves et les manifestations, et des modes d'action qui se développent, donc les conflits du travail sans grève longue, les actions spectaculaires, l'utilisation des nouvelles technologies, notamment des réseaux sociaux, les actions juridiques, etc. Sur les documents, donc là, à nouveau, chaque document pouvait être utilisé de différentes façons et relié à différentes choses. Donc le document, c'était une baisse du taux de syndicalisation. C'est essentiellement lié à la question des acteurs, mais on pouvait éventuellement relier ça au conflit du travail, donc aux objets, ou au répertoire d'action collective. Sur le document 2, donc c'était sur Black Lives Matter, un exemple de lutte minoritaire. On parle plutôt des nouveaux objets de l'action collective, mais on nous parle aussi d'acteurs avec des groupements et des modes d'action sur le recours aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux. Le document 3 qui vous montrait enfin en tout cas l'importance accordée à différents modes d'engagement politique. Et donc, bon, ce qu'il fallait dire, c'était surtout que, ok, il y avait un peu une baisse de la reconnaissance de l'engagement par le vote et que il y avait une augmentation d'autres formes, notamment liées au boycott. Sur les manifestations, alors tiens, je viens de voir que c'était marqué ici. Je suis un peu plus sceptique parce qu'il y a un pic en effet en 2018, mais qui est quand même l'année des Gilets jaunes, et ça peut être lié, si vous prenez le document sur les manifestations sans 2018, ça reste à peu près stable, ça fluctue à peu près autour des mêmes valeurs. Mais bon. Là, clairement, il faut un peu faire ce qu'on appelle du cherry picking et prendre les données qui aillent dans le sens de votre argumentation, qui aillent dans le sens du cours. Enfin, le document 3, c'était donc plutôt sur les nouveaux objets de l'action collective, montré du coup sur les questions de lutte minoritaire, d'environnement. Alors, j'ai posé aussi la question de se dire, est-ce que si on entend action collective de façon large, comment est-ce qu'on peut intégrer les questions de l'engagement dans les associations sportives et culturelles? Ça peut éventuellement passer, mais on est quand même dans le chapitre sur l'engagement politique, et donc ça faudrait avoir un gros effort d'argumentation ou espérer avoir une personne qui vous corrige qui soit ouvert à cette idée, parce que sinon, bon bah, ça risque d'être considéré tout simplement comme du hors-sujet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les éléments de correction officiels sur les sujets de SES du lundi 20 mars. La vidéo sur les sujets du mardi 21 mars arrive bientôt. Je vous rappelle encore une fois, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous appréciez mes vidéos en général, n'oubliez pas de l'indiquer en laissant des likes. Il n'y avait pas beaucoup de likes sur la dernière vidéo, je pense qu'on pourrait faire mieux. Allez, un petit effort s'il vous plaît. Un petit peu dessus de vous là. Et non, non, je plaisante évidemment. Et évidemment, abonnez-vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et moi, je vous souhaite une bonne journée.